Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la Fondation Maloa Télévision. On se retrouve dans le cadre de ce bulletin de la mi-journée puisque l'actualité oblige. On va commencer. Ça y est, le gouvernement congolais publie enfin l'accord signé en février dernier avec l'homme d'affaires israélien, je cite Dan Jettler, frappé par les sanctions américaines, accord qui caractérise principalement la récupération des actifs miniers de la République démocratique du Congo, a souligné hier jeudi le ministre des Finances devant la presse. Suivez. Cet accord a été publié après de longues séances de travail entre le gouvernement congolais et la société civile sur les enjeux que cela implique. Il était question de placer le curseur sur les intérêts de la RDC après la signature de cet accord avec Ventura, société représentant les intérêts de Dan Jettler. Un accord qui revêt d'un caractère important pour le pays. L'accord porte en compte sur les actifs pétroliers qui se trouvent sur le lac Albert. Et comme vous le savez, les actifs pétroliers ont une durée de vie aujourd'hui dans le cadre de la décarbonisation de l'économie mondiale qui est plutôt limitée. Le champ pour exploiter de nouveaux gisements pétroliers est relativement court. Peut-être que d'ici 10 ans, cela ne sera plus possible. Et donc, il y avait urgence à ce que nous récupérions ces actifs et que nous trouvions une solution pour les mettre en opération. Cette décision du gouvernement de vouloir récupérer ses actifs lui permet non seulement de réchauffer son partenariat avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi balise le chemin pour les opérateurs économiques étrangers de ce secteur pour poser leurs valises en RDC en toute quiétude. L'accord que nous trouvons avec les frères est un premier pas pour une résolution complète du problème, pour permettre aux opérateurs miniers, qu'ils soient congolais ou étrangers, de venir en toute quiétude, acheter ou être partenaire et permettre l'exploitation de ces actifs. L'on se rappelle que l'homme d'affaires israélien a été frappé par les sanctions américaines car accusé de corruption. Et puis les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais se réorganisent bien qu'il y a calme sur les lignes de front. Selon le ministre de la Communication qui a fait le compte-rendu de la réunion de sécurité tenue mercredi soir dernier, le gouvernement congolais reste tout de même vigilant. On va écouter Patrick Mouyaya. Nous avons d'abord fait le point de la situation opérationnelle dans la province du Nord Kivu. D'après les différents rapports qui nous ont été présentés par les services de sécurité, une accalmie relative est observée sur les lignes de front, mais on signale quand même une réorganisation au niveau de l'ennemi ainsi qu'un certain approvisionnement en matériel. Nous restons vigilants, vous savez que c'est cela les maîtres mots. Nous avons discuté aussi de l'urgence de la situation humanitaire parce que nous suivons cette situation de près. Vous savez qu'il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont concernés. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi d'asphyxier la ville de Goma où se retrouve la concentration d'à peu près 2 millions de compatriotes. Donc l'idée, c'est de faire une réflexion notamment au niveau du ministère des Affaires humanitaires, au-delà de l'appui qui sera donné aux populations qui sont directement affectées, de voir comment on va s'assurer que Goma reste de manière permanente approvisionnée. Il a été question de la situation à Kwamout, notamment les efforts qui sont en cours au niveau du président de la République pour voir dans quelle mesure recourir notamment aux autorités traditionnelles dans les efforts qui sont faits pour que la paix puisse revenir. Il a beaucoup été question de justice. Vous avez vu que nous avons été joints par l'auditeur général des forces armées parce qu'il y a des actes qui ont été posés, que ce soit au front dans le Nord Kivu, que ce soit à Kwamout par des hommes en uniforme. Ceux-là répondront de leurs actes devant des chambres foraines pour montrer qu'il y a évidemment la justice qui s'est faite pour dissuader ceux qui vont penser c'est méprendre dans des comportements répréhensibles. Il y aura des chambres foraines à Massambio, à Kwamout et je pense dans le Bandundu pour être sûr que tous ceux qui ont été responsables de ces actes répondent devant la justice. Voilà en résumé l'essentiel de la réunion de ce soir. Sauvant la RDC en danger, la lecture lancée par Martin Fayulu dans une adresse à la nation le 29 novembre dernier. Le président de l'ECD a affirmé que Paul Kagame s'emploie à utiliser son plan de balkanisation dans l'est de la RDC, des communs accords avec la force régionale de l'EAC. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Ngou. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora.
Vous êtes témoin de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Massissi. C'est inacceptable. Du 31 janvier au 3 février 2023, ce sont des dates qui marqueront la visite officielle du Saint-Pape François en RDC. Après les reports en juillet dernier pour des raisons sanitaires, l'annonce a été faite hier jeudi 1er décembre par Monseigneur Matteo Bruni, directeur de la salle du Saint-Siège. Regardez. C'est à nouveau officiel, le pape François se rendra en République démocratique du Congo du 30 janvier au 3 février 2023 et au Soudan du 3 au 5 février de la même année. L'annonce a été faite hier jeudi 1er décembre et par le directeur de la presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, je cite. Rappelons que les voyages apostoliques du pape François en RDC au Soudan, prévu du 2 au 7 juillet dernier, avaient été reportés à une date ultérieure en raison de problèmes de santé du pape François. En effet, ce médecin lui avait recommandé de ne pas voyager afin de ne pas annuler les résultats des thérapies du genou encore en cours, avait-il expliqué le directeur de la salle de presse. Il avait alors ajouté « qui repoussait ne pas annuler ». La salle de presse du Saint-Siège a publié à ce jour le programme intensif de ces 6 jours sur les continents africains. Mardi 31 janvier 2023, l'avion Papa décollera de l'aéroport international de Rome. Mardi 31 janvier à 7h55 pour Kinshasa, qui est situé dans le même fuseau horaire que Rome. Après 7 heures de vol, l'avion doit atterrir à 15 h à l'aéroport international de Njili à Kinshasa où aura lieu l'accueil officiel. La cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation à 16h30 sera suivie d'une visite de courtoisie au président de la République, Félix Tshisekedi, je cite, dans la salle présidentielle du Palais de la Nation. Puis le pape François rencontrera les autorités représentantes de la société civile et les corps diplomatiques dans le jardin du Palais de la Nation où il prononcera son premier discours. Mercredi 1er février à Kinshasa toujours, le pape célébrera la messe à 9h30 à l'aéroport Ndolo où il prononcera l'homélie. Après-midi, à la Nonciature apostolique, il rencontrera à 16h30 les victimes dans l'est de la RDC, puis à 18h30 le représentant de certaines œuvres caritatives. Il prononcera ensuite un discours à chacune de ces rencontres. Jeudi 2 février, toujours à Kinshasa, une première rencontre prévue dans la matinée, ainsi qu'un discours en présence de jeunes et des catéchistes au stade de Martyr de la Pentecôte. Dans l'après-midi, un autre discours sera prononcé dans le cathédrale Notre-Dame du Congo au cours d'une rencontre de prière avec 2 prêtres, le diacre, les personnes consacrées et les séminaristes. À 18h30 aura lieu la désormais traditionnelle rencontre privée avec le membre de la Compagnie de Jésus à la Nonciature apostolique. Vendredi 3 février, fin de la visite à Kinshasa. Pour la suite de ce journal, on prend la direction de la ville de Goma où des journalistes ont été sérieusement brutalisés dans une marche organisée hier contre les silences complices de la communauté internationale sur l'agression rwandaise, bien qu'ils ont été relaxés après. Les journalistes ont vu leur matériel de travail était saccagé. Retour sur les explications de David Lupemba, notre correspondant qui était en ligne hier avec Patrick Bourreau. Regardez. Patrick Bourreau, il faut dire que la situation était tendue dans la famille de CGT, dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des mouvements citoyens ainsi que des groupes de pression ont appelé
à une journée de mobilisation, à une journée de manifestation pacifique, afin de mettre la pression sur la communauté internationale, représentée ici par des consulats, et bien sûr dénoncer ce qu'ils qualifient de passivité face à la question de l'hégémonie de l'agression rwandaise en RDC. Cette marche pacifique qui devait partir de Bouéné vers le centre-ville a été empêchée par les forces de l'ordre ainsi que les éléments de la police déployés au niveau du grand carrefour de Goma, Léon Antigo. Sur place, des journalistes qui couvraient la manifestation depuis le point de départ ont été brutalisés, interpellés, ensuite conduits au niveau du commissariat de la police. Il faut préciser que les matériels ont été en tout cas cassés, d'autres endommagés. Il s'agit notamment de caméras, trépieds et d'autres matériels. Et tout juste après l'intervention des journalistes en danger, j'aide. C'était David Lupemba, notre correspondant depuis Goma. On va continuer ce journal. Ils sont asphyxiés par la nouvelle tarification du carburant. Les motocyclistes disent contraindre d'énormes difficultés pour atteindre le coût du versement journalier. Conséquence, hausse du prix de la course par la plupart des Wewa. On vous propose tout de suite les reportages des papiers Vangoueri d'Inonzé. Le communiqué du ministère de l'économie nationale portant fixation de la nouvelle tarification des prix des carburants est un véritable cauchemar pour les automobilistes. La hausse du prix du litre d'essence constitue la principale difficulté pour réunir le montant requis pour les versements journaliers. Je viens d'arriver ici à la station. J'ai constaté la hausse du prix du carburant. Je suis surpris, j'ai acheté à 3000 francs. Ce motocycliste a estimé que seule la hausse du prix de la course pourra pallier à cette difficulté. Nous avons fixé la course à partir de 2000 francs ou 2500 francs. Nous les motards, nous ne comprenons pas cette histoire de hausse de prix des carburants associée à la taxation. Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Il y a eu hausse du prix des carburants certes, mais les automobilistes sont conviés à se conformer à la tarification fixée par le gouvernorat de la ville de Kinshasa pour ne pas pénaliser la population congolaise. On va terminer en sport. Le Maroc rejoint désormais le Sénégal en 8e de finale après sa qualification hier jeudi devant le Canada sur le score de 2-1 et termine en tout cas en première position de son groupe. La Coupe du Monde Qatar 2022 se poursuit ce vendredi avec des autres pays africains, le Ghana et le Cameroun qui peuvent toujours se qualifier. Avec se déqualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, les continents africains ont déjà égalé son propre record dans la compétition. Le Maroc a réalisé un véritable exploit hier jeudi 1er décembre en battant les Canada sur le score de 2-1. Les Lions de l'Atlas ont validé donc leur qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, mais également leur première place dans le groupe F, une poule dans laquelle figurait la Croatie, vice-championne du monde en titre, et la Belgique, 3e du dernier mondial. Avec cette qualification, le Maroc rejoint donc les Sénégal au prochain tour avec au moins une qualification en 8e de finale en 1986 et en 2014. L'Afrique avait vu sa belle série être stoppée en 2018 et quand aucun de ses représentants n'avait passé le pool. Le continent africain égale cette année son record de pays qualifiés en 8e de finale du mondial. En 2014 au Brésil, le Nigeria et l'Algérie avaient eux aussi passé le pool avant de s'arrêter au tour suivant. Ce vendredi 2 décembre, le Cameroun et le Ghana peuvent rejoindre le Maroc et le Sénégal. Pour rappel, les meilleures performances africaines en Coupe du Monde sont à mettre à l'actif du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2022 et du Ghana en 2010, éliminés en quart de finale. Les Cameroun qui comptent qu'un point après 2 journées sont mal partis et devront battre le Brésil pour espérer une qualification. Les Ghanéens vont démarrer cette 3e journée dans la peau d'un qualifié virtuel. Une victoire face à l'Uruguay pour un remarque de 2010 leur assurerait une place pour le 8e de finale. Un nul peut même être suffisant si la Corée du Sud ne bat pas le Portugal dans le même temps. La revue de presse.
Vous l'avez certainement compris, on prend la lecture de journaux dans une sélection et présentation de Igor Sombo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel. Allez, on va rapidement, sans tarder, commencer cette lecture de journaux avec le journal La Prospérité qui titre Igor Sombo, RDC, Patrick Mouyaya, Modeste Mutinga et Fabrice Pouela appellent à la solidarité envers les populations victimes des guerres. Évidemment, Patrick Mouyaya, ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement, et ses collègues Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, et Fabrice Pouela du droits humains ont, au cours du briefing hebdomadaire co-animé le jeudi 1er décembre 2022, réitéré l'appel à l'élan de solidarité à l'endroit de populations victimes des atrocités causées par les guerres sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans cette même perspective, le ministre des Affaires sociales a annoncé le début de la campagne de solidarité à partir du lundi 5 décembre prochain. Ça sera déjà tout pour le premier journal, voilà, Igor Sombo. Donc on poursuit votre belle sélection. On va cette fois-ci prendre le journal Avenir, puisque c'était le titre dans mon journal. Le journal Avenir titre « Voici les programmes du voyage du pape François en RDC et au Soudan du Sud ». Oui, on en parle, Lionel, accueillant l'invitation de chefs d'État et des évêques respectifs. Sa sainteté, le pape François, accomplira le voyage apostolique annoncé en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2023 en visitant la ville de Kinshasa, a annoncé Matteo Brini. Le pontife effectuera également avec l'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse le pèlerinage œcuménique de paix au Soudan du Sud du 3 au 5 février en se rendra à Djouba. Rappelons que le voyage apostolique du pape François en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet dernier, avait été reporté à une date ultérieure en raison de problèmes de santé du pape François. En effet, ce médecin lui avait recommandé de ne pas voyager afin de ne pas annuler le résultat des thérapies du genou encore en cours, avait expliqué le directeur de la salle de presse. Il avait alors ajouté que repousser, ne pas annuler, Lionel. Voilà, repousser n'est pas annulé, donc on va attendre avec beaucoup de patience l'arrivée du Saint-Pape François, vous l'avez dit dans votre sélection. On va terminer avec le journal Congo Nouveau avec des révélations. Igor Sombo, Kagame accusé de planifier un génocide en RDC et au Rwanda. Oui, dans un communiqué signé le 27 novembre dernier, le Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR, une rébellion rwandaise opérant en RDC, a appelé au dialogue direct avec le régime de Paul Kagame. Ces rebelles alertent aussi la communauté internationale sur un génocide que le régime de Kigali planifierait en République démocratique du Congo et au Rwanda. Ces FDLR ont appelé au dialogue avec le régime de Paul Kagame. Ils ont invité la communauté internationale à faciliter ces pourparlers afin que les conditions politiques, sociales, économiques rassurent tout le Rwandais et favorisent le retour en dignité dans leur pays. Cette rébellion qui dit défendre le réfugié hutu-rwandais est qualifiée de génocidaire par Kigali. C'est que le FDLR nie toujours, Lionel. Igor Sombo, ça sera tout pour votre belle sélection. Je rappelle, c'était la revue de presse. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Voilà, c'était la revue de presse. C'est avec le grand titre de la revue de presse que nous mettons terme à ce bulletin de la mi-journée. À vous tous, merci de l'avoir suivi.